Salut les mecs! On a le soleil dans la figure là, mais voilà, c'est comme ça. Vu qu'on est des hommes d'action, on s'adapte à toutes les conditions. On va faire un truc cool aujourd'hui. On va parler d'un des trucs où vous m'avez plus brisé les gnocchis pour en parler, parce qu'on va parler de Charles Gave. Vous voyez, vous arrêtez pas de me dire oui, Charles Gave a dit ça, Charles Gave, etc. Mais on va voir, parce que vous savez que moi, il y a un critère qui est très simple pour savoir si je prends au sérieux une personne qui parle de finance, c'est est-ce que cette personne montre son portefeuille et est-ce que son portefeuille performe, voilà. Et vous ne devriez accepter rien d'autre. Une personne qui vous parle du passé, de l'avenir, des marchés financiers, etc. Une personne qui a tout compris, qui interprète tous les événements, etc. et qui ne montre jamais son portefeuille complet. Tu vois, parce que les trucs du type oui, j'ai acheté Meta au bon moment, etc. Mais d'accord, mais si on ne voit pas ton portefeuille complet, comment est-ce qu'on peut savoir si tu es un bon investisseur? Voilà, il n'y a aucune excuse pour ne pas montrer son portefeuille quand on parle de finance, et une personne qui vous parle de finance et qui ne vous montre pas ses perfs n'a absolument aucune crédibilité. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que il y a Charles Gave qui gère un portefeuille en ligne, et en février, là, il a fait un petit retour sur les performances de son portefeuille. Tout simplement, on va regarder comment ça performe, et puis on va comparer avec mon portefeuille, voilà, parce que moi je suis pas le genre de gens qui parlent dans le vent, moi je montre ce que je fais. Voilà, donc je veux bien qu'on me dise oui, il y a un mec, il a fait un tableau Excel, il m'a vendu une formation sur comment investir dans des ETF, et il dit que les dividendes c'est pas bien, etc. Voilà, ces mecs, ils ont qu'à montrer leur portefeuille et on verra ce qu'ils valent vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Depuis 3 ans, je gère, entre guillemets, un portefeuille type que j'ai constitué dans le but de montrer aux lecteurs de l'idéal comment ils pourraient investir leur propre épargne. Donc déjà, red flag absolument gigantesque. Je gère, entre guillemets, donc ça veut dire que le mec, c'est une petite blagounette, voilà. On ne sait pas si, enfin j'espère qu'il va nous montrer combien de thunes il a mis dedans, mais quelqu'un qui gère un portefeuille entre guillemets, ce n'est pas sérieux. Quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui est skin in the game, c'est quelqu'un qui met ses grosses thunes. Parce que si quelqu'un vous montre un portefeuille virtuel comme ça, comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est ses vraies convictions? Nos vraies convictions, c'est là où on met nos thunes. Quand je vous montre mon portefeuille, voilà, ce sont mes vraies convictions. Pourquoi ce sont mes vraies convictions? Parce que c'est une part significative de mes investissements que j'ai. En tout cas de mes investissements en bourse. J'ai 2 autres portefeuilles avec des plus petits montants, sinon j'ai de l'IMO, mais en termes d'investissement en bourse, le portefeuille que je partage avec vous, c'est ma plus grosse conviction. Donc les positions que j'ai dans ce portefeuille, la manière dont je gère ce portefeuille, c'est pas oui, je suis en mode démo, etc. Non, on est dans la vraie vie. Donc déjà, premier gros red flag, quelqu'un qui vous parle de ses performances sur un portefeuille fictif, ça ne va pas. Mon idée est de décrire une méthode, et pour y arriver, j'ai donc bâti ce portefeuille type. Le but est de comprendre la logique qui le sous-tend plutôt que de copier, quoique le lecteur puisse assez facilement suivre tel quel. Oui, mais d'accord, mais copier un truc dans lequel tu mets pas tes ronds, ça n'a absolument aucun intérêt. 3 ans, en effet, est une période suffisamment longue pour qu'on puisse commencer à mesurer le résultat d'une stratégie financière. Le voici. Donc qu'est-ce qu'il compare ici? Il y a d'un côté l'indice monde qui libelle en euros, et donc ça vous pourriez répliquer cette performance à peu près en investissant dans par exemple Vanguard All World. À côté de ça, il compare avec ce qu'il appelle un portefeuille antifragile, donc ça veut dire moitié or, moitié obligation chinoise, et à côté de ça, il a le portefeuille qu'il a constitué, qui est un portefeuille composé de 50% d'actions françaises et 50% de portefeuille antifragile, et il dit que sa performance, c'est dividendes et coupons réinvestis. Donc le portefeuille qu'il a créé, il est en rouge, et effectivement, quand on se met en base 100, il a mieux performé que le portefeuille mondial et que le portefeuille antifragile. Voilà, donc ça veut dire que sa stratégie est pas ridicule. Après, si tu veux savoir si une stratégie est bonne, ça vaut la peine de comparer plutôt au SP500 parce que c'est ça l'indice roi. Et à part ça, voilà, combien d'argent il a mis dedans, ça c'est une autre question. Et puis l'autre problème, c'est quand on vous montre des machins comme ça prend pas en compte, voilà, comment est-ce que tu le constitues dans un vrai portefeuille, quoi. Dans un vrai portefeuille, dans un vrai courtier, comment est-ce que tu fais pour accéder à ces différents trucs? Est-ce que tu as des frais? Enfin, tout ce genre de choses. Alors, là, ce qu'il nous dit, c'est que la performance des actions françaises a été satisfaisante. Ma recommandation de vendre les obligations françaises était plutôt justifiée. Non mais donne pas de recommandation si tu montes pas ton portefeuille. Le portefeuille type a fait mieux que l'indice de la bourse de Paris ou que l'indice mondial des actions depuis 3 ans. Pourtant, ce portefeuille a fait moins bien que l'indice mondial de mai 2020 à février 2022
est moins bien que l'indice français depuis environ un an, ce qui n'a eu aucune importance sur le résultat final, d'accord, donc ça c'est un peu l'idée que il faut y aller un petit peu sur le long terme. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand on voit quand on regarde les trois portefeuilles, là finalement, notre argent s'est apprécié plus que l'inflation. Ça pour moi c'est une bonne justification pour investir, c'est que là vous voyez c'est la crise du Covid, bim, ça remonte, crise de la guerre en Ukraine, bim, et ça commence à remonter, etc. Donc ça c'est un rappel, n'écoutez pas les vendeurs de peur, quand vous investissez en bourse, vous faites de l'argent sur le long terme. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Je vais donc rappeler les principes qui soutiennent la construction du portefeuille. Alors, premier principe, identifier que la personne qui vient risque d'être compliquée sur les marchés, qui part d'un a priori pessimiste, et c'est pour ça qu'il met une dimension défensive à son portefeuille. Donc j'imagine que ça c'est le côté or et obligations chinoises. Par ailleurs, je pense même pas qu'il ait mis des actions de croissance, parce que son portefeuille c'est vraiment obligations chinoises, or, plus certaines actions françaises. Donc on va voir ces actions françaises s'il y a de la croissance peut-être, mais en tout cas voilà, c'est vrai que son portefeuille est très défensif. Quand les dangers se précisent, il est bon d'introduire des investissements anti-fragiles. Il dit que dans une période non inflationniste, ça vaut la peine de mettre des obligations long terme des États français ou américains, et dans une période inflationniste, il faut mettre de l'or, et lui, il a décidé de faire moite-moite obligations chinoises et de mettre de l'or. Après, moi, je trouve que c'est bien compliqué de se prendre la tête à mettre des obligations, de l'or, etc. On va voir par rapport aux performances de mon portefeuille. Moi, je suis 100% action. Hein. Je m'en bats les reins de ces idées de on va être dans une période difficile, etc. Il faut se protéger avec je sais pas quoi. J'en ai absolument rien à carrer. Pour moi, il n'y a rien de plus intéressant que les entreprises. Troisième principe, rebalancer un portefeuille fréquemment pour amener chaque position à son pourcentage initial de façon à vendre ce qui est monté pour acheter ce qui est baissé, en partant de l'idée que la rentabilité de chacun des actifs sera à peu près la même sur le long terme. Si cette idée est juste, ce rebalancement amènera le portefeuille à avoir une valeur supérieure à celle de chacune de ses composantes. Alors ça c'est pareil, tu pourrais exactement avoir le principe inverse, à savoir il faut justement renforcer tes positions qui marchent et couper tes positions qui marchent pas. Moi tous ces grands principes etc, j'avoue que je m'assois un peu dessus. Moi voilà, il y a certaines positions quand je regarde dans le détail, je me dis ça a monté, je garde, et puis il y a d'autres positions, je me dis ça a monté, je vais en profiter pour vendre parce que j'ai des doutes sur les fondamentaux de cette entreprise. C'est comme ça que je fonctionne. Je regarde au cas par cas et les grands principes généraux, ça me paraît être un petit peu douteux. Quatrième principe, le principal ennemi de tout épargnant étant l'État, qui n'a qu'une idée, lui piquer son épargne. Il ne fallait avoir dans le marché des actions que des valeurs qui n'avaient rien à voir avec l'État français, puisque ce choix avait été fait de ne sélectionner que des affaires cotées à Paris. À cet effet, j'ai bâti un indice équipondéré de 10 valeurs françaises qui apparaît dans le graphique sous le nom d'indice IDL. D'accord, donc ça pour le coup je pense que c'est un bon principe. Effectivement, l'État est un gestionnaire absolument catastrophique. Il faut libéraliser un maximum de choses pour que le peuple puisse avoir la main sur le marché. L'État détruit, l'État ponctionne, et effectivement je pense qu'il faut fuir absolument tout ce que fait l'État, parce que l'État ça veut dire quoi? L'État ça veut dire des espèces de fonctionnaires qui gèrent de l'argent qui ne leur appartient pas et qui en plus se plaignent, veulent pas bosser, veulent avoir leur retraite à 50 ans ou je sais pas quoi, donc c'est absolument n'importe quoi. Le commentaire que je ferais quand même, c'est que ça me paraît bien compliqué, cette idée d'un portefeuille de 10 valeurs et d'avoir ce portefeuille de façon équipondérée. Ça sur le papier, sur le papier ça sonne bien, mais imaginez la galère que c'est avec un vrai courtier dans le monde réel, surtout si vous voulez pas passer par des fractions d'actions, de vous faire un portefeuille équipondéré. Ça me paraît tout à fait illusoire. D'où l'intérêt, encore une fois, de montrer des vrais portefeuilles et pas des constructions théoriques. Et la performance depuis 3 ans, visible sur le graphique, et le résultat de ces principes, commençant par la partie défensive. Donc là, il a montré le portefeuille en entier, et là, il montre les différentes composantes de son portefeuille. Donc dans la partie offensive de son portefeuille, L'Oréal, LVMH, Danone, Pernod Ricard, Sodexo, Capgemini, Total, Schneider, Danone, Air Liquide, Accor. Il appelle ça offensif, le mec. Il appelle ça offensif, quoi. Danone à la conquête du monde, c'est un ouf total, la grosse partie offensive, mais qu'est-ce que c'est drôle. Bon, Air Liquide à la limite, LVMH, ouais, d'accord, mais bon, c'est quand même des trucs bien tranquillou. Après, moi, j'aime bien ces valeurs, hein, moi, j'investis là-dedans, hein. Vous me verrez pas mettre dans mon portefeuille des petites conneries de tech non rentables.
mais j'appelle pas ça très offensif. En tout cas, c'est une offensive avec des chevaux de bois. Qu'est-ce qu'il nous dit en termes de performance? Quelle a été la performance globale de son portefeuille? Ah oui, c'est là qu'il en parle. Donc, il dit que la performance globale de son portefeuille, ça a été une hausse annuelle d'environ 8% par an. Donc on va voir si avec ce portefeuille fictif, donc qui ne tient pas compte des différentes frictions qu'on peut avoir en investissant dans le vrai monde, à savoir les trucs comme les spreads, les frais, etc. Est-ce que j'ai été capable de faire mieux que le portefeuille de l'immense Charles Gave? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer la performance de mon portefeuille? Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'ils appellent la plus-value latente. Donc, la plus-value latente, c'est si vous voulez, l'appréciation du capital. C'est la somme des gains en capitaux et des pertes en capitaux sur les différentes positions que j'ai dans mon portefeuille. Mais ça veut dire que pour avoir la performance réelle de mon portefeuille, il faut ajouter ça les dividendes que j'ai reçus qui sont pas pris dans la plus-value latente. Donc on a ce chiffre-là, donc 15 472. Je te fais grâce des centimes, Charles Gave. Tu vois, comme je suis bon joueur, on va ajouter à ça les dividendes que j'ai reçus depuis que j'ai commencé à investir. Bah d'ailleurs, combien j'ai reçu de dividendes depuis que j'ai commencé à investir? 4399, d'accord, 4399. Oui, et donc en fait ce qui est assez bien, c'est que pour faire la comparaison, ça fait aussi 3 ans que j'ai commencé à investir. Ça fait 3 ans que j'ai commencé à investir, vous voyez, mars 2020, donc voilà, c'est à peu près, c'est une comparaison qui est à peu près sur la même base. On va regarder combien ça fait tout ça. Donc on a gagné 19 873 euros et on va voir combien ça fait en pourcentage du portefeuille. Donc c'est la valeur partielle fois 100 divisé par la valeur totale. Donc le gain sur mon portefeuille depuis 3 ans, c'est 26%. Donc il reste à diviser ça par 3 pour avoir une idée de la performance annuelle. Et ça fait 8,7. Ça veut dire qu'on est sur des chiffres très comparables à ceux de Charles Gave. Donc je sais pas trop quoi en conclure. Est-ce que ça veut dire que je suis un génie d'avoir une performance comparable à celle de Charles Gave? Sachant que moi c'est dans le vrai monde. Hein. C'est dans le vrai monde que j'ai cette performance. C'est pas avec un portefeuille fictif qu'on construit, qu'on rebalance comme ça, comme par magie. Non, là on est dans la performance du vrai monde. L'autre chose, c'est que moi la gestion de mon portefeuille c'est beaucoup plus simple que les choses qu'il préconise là, à savoir rebalancer, équipondérer, ce genre de choses, etc. Aussi toutes les réflexions macroéconomiques sur le cours de l'or, les obligations et je sais pas quoi, ça j'en ai absolument rien à faire. Dans mon portefeuille, il y a certaines boîtes de croissance, donc vous voyez dans les premières positions, vous avez Apple, vous avez Microsoft, vous avez Air Liquide, Starbucks, etc. Vous avez aussi des boîtes de rendement, donc Realty Income, Total, Main Street Capital, Ares Capital, AbbVie, etc. Ça, c'est des boîtes qui sont quand même sacrément orientées rendement. Et sinon, j'ai plein d'ETF. Et les ETF, j'ai choisi pourquoi? Je l'ai choisi pour avoir une distribution de dividendes qui est bien répartie au cours de l'année. Et je l'ai choisi également pour avoir un bon rendement. Donc voilà ce à quoi je peux m'attendre avec un portefeuille comme ça. Environ 8% par an. Sachant que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça. C'est d'avoir un revenu en dividendes qui continue d'augmenter, parce que ce qui compte finalement c'est ça, on investit pour avoir plus d'argent qui rentre. Si j'arrive à faire aussi bien que le SP500 avec un meilleur rendement, eh bien j'aurai réussi mon objectif. Il me reste à vous dire que si vous voulez commencer à investir dans le vrai monde, eh bien vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière. Et je vous rappelle également que si vous voulez rejoindre cette conversation de oui, cette stratégie est bonne, cette stratégie est moins bonne, etc. Machin c'est investir, machin c'est pas investir. Vous montrez votre portefeuille, vous montrez vos performances. Sinon, vous avez juste le droit de la boucler. Prenez bien soin de vous et à très vite.